Et si je vous disais que ce gros brochet que vous cherchez depuis des heures n'a absolument pas faim, qu'il se moque royalement de votre nouveau leurre à 100 euros. C'est provocateur, je sais. Mais aujourd'hui, on va briser un des plus grands mythes de la pêche des carnassiers. L'idée que les gros brochets sont des chasseurs actifs. On va voir ensemble pourquoi, la plupart du temps, c'est totalement faux. Ils n'attendent qu'une seule chose, une erreur. Et cette erreur, il y a de fortes chances que vous ne la provoquiez jamais. Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait non seulement expliquer beaucoup de vos capots, mais surtout transformer votre façon de pêcher. Alors, dites-moi en commentaire dès maintenant, juste pour voir. Pour vous, un gros brochet, c'est un chasseur acharné ou un opportuniste paresseux? On en reparle à la fin, et vous risquez d'être surpris. Depuis qu'on est gamin, on a tous la même image en tête, celle du brochet fusant comme une torpille pour intercepter sa proie. Les documentaires, les récits des anciens, tout nous pousse à croire que ce prédateur passe ses journées à patrouiller, à chercher activement de quoi se nourrir. On a donc appris à pêcher en conséquence. On lance, on ramène, on peigne des kilomètres de bordure en espérant croiser la route d'un poisson en chasse. On se dit, il faut que je lui présente mon leurre au bon moment, quand il a faim. C'est une logique qui se tient, surtout quand on prend des petits brochets, les jeunes, qui sont effectivement bien plus actifs. Mais cette habitude, cette croyance bien ancrée, est précisément ce qui nous empêche de toucher les vrais poissons records, les maîtrés, les patriarches. Car ces poissons-là ne jouent plus dans la même catégorie. Ils ont survécu pendant des années non pas en étant les plus agressifs, mais en étant les plus économes. Commençons par démolir le mythe principal. Non, le gros brochet de plus d'1 mètre n'est pas un marathonien. C'est un sprinter spécialisé dans l'économie d'énergie. Pensez à un lion âgé dans la savane. Va-t-il courir après chaque gazelle? Non. Il va se poster, observer et attendre la plus faible, celle qui est blessée, celle qui fait une erreur. Le gros brochet, c'est pareil. Il a un budget énergétique très strict. Chaque calorie dépensée doit être rentabilisée par un apport calorique bien supérieur. Une longue poursuite pour une petite proie, c'est un mauvais calcul. Par contre, une grosse proie facile qui passe juste devant sa gueule, sans effort, c'est le jackpot. Votre mission n'est donc plus de trouver un poisson qui a faim, mais de présenter à un poisson paresseux une offre qu'il ne peut pas refuser. C'est un changement total de perspective. Alors, qu'est-ce que le brochet considère comme une erreur? Il ne pense pas en termes de bien ou de mal. Il pense en termes de signaux. Une proie en bonne santé envoie des signaux de vitalité. Nage régulière, vitesse constante, trajectoire prévisible. Elle est alerte. Une proie vulnérable envoie des signaux contraires. Nage erratique, arrêt soudain, changement de direction brutaux, une descente anormale dans la colonne d'eau. C'est ça, une erreur. C'est le signal qui crie « repas facile ». Votre leurre, quand vous le ramenez en linéaire parfait, aussi beau soit-il, envoie un signal de proie en pleine forme. Le gros brochet le voit, l'enregistre, mais son cerveau reptilien lui dit « trop d'efforts pour le bénéfice ». Il ne bouge pas. Vous devez apprendre à faire mentir votre leurre, à lui faire jouer le rôle de la victime parfaite. Prenons un exemple concret, une situation que vous avez tous vécue. Vous êtes au bord de l'eau, le matin. Vous lancez votre swim bait favori. Vous le ramenez de manière parfaitement fluide et régulière. Sa nage est magnifique, hypnotisante. C'est parfait. Trop parfait. Pour un petit brochet actif, ça peut suffire. Mais le gros pépère, calé sous une souche à 5 mètres de là, vous regarde passer. Il voit un poisson en pleine santé, confiant, qui traverse son territoire. Il n'a aucune raison de dépenser la moindre énergie. Maintenant, imaginez la même scène. Vous lancez. Vous commencez votre récupération et soudain, vous mettez un grand coup de sion. Le leurre fait un écart de 50 cm. Puis vous arrêtez tout. Le leurre coule doucement, désarticulé. Vous attendez 2 secondes. Vous remettez un petit coup. Là, vous n'imitez plus un poisson qui nage. Vous imitez un poisson qui a un problème. C'est ce signal de détresse qui allume l'interrupteur dans la tête du monstre. La première erreur que nous faisons tous, c'est la récupération trop mécanique. On s'applique à faire nager notre leurre comme le fabricant l'a prévu.
On est fier de cette belle nage en S, de ce wobbling parfait. Mais un vrai poisson ne nage jamais comme ça pendant 100 mètres. Il s'arrête, il observe, il accélère, il sonde le fond, il remonte. Votre récupération doit raconter une histoire, l'histoire d'un poisson qui vit sa vie et soudain a un problème. La monotonie est votre pire ennemi. Pensez à varier votre vitesse de récupération au sein d'un même lancer. 3 tours de manivelle rapide, une pause, un tour lent, 2 twitch secs. Brisez la routine. C'est dans ces moments de rupture, dans ce chaos contrôlé, que se trouve le déclencheur. Le brochet posté n'attend que ça, le moment où la proie potentielle baisse sa garde. Parlons de la vitesse. C'est un paramètre crucial et souvent mal compris. On a tendance à penser qu'une récupération rapide excite le poisson. C'est vrai pour des poissons en chasse active, comme le black bass ou la perche. Pour un gros brochet opportuniste, une vitesse trop élevée est rédhibitoire. Pourquoi ? Toujours pour cette histoire de budget énergétique. Une proie rapide signifie une poursuite plus longue et plus intense. Le risque de la rater est plus grand. L'effort est plus grand. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. À l'inverse, une récupération très lente, ponctuée de longues pauses, présente une cible qui semble fatiguée, malade ou simplement inattentive. Elle crie « énergie minimale pour un gain maximal ». C'est la clé. Vous devez trouver le juste milieu. Une vitesse de base assez lente pour paraître vulnérable, mais avec des accélérations soudaines pour simuler la panique et attirer l'attention. Maintenant, la fameuse zone de contrôle du brochet. Un gros brochet ne défend pas tout le lac. Il a son poste de chasse, son repère. Une souche, un herbier dense, une cassure. Autour de ce poste, il y a une zone d'influence, une sorte de bulle invisible. Disons un rayon de quelques mètres. Tout ce qui entre dans cette bulle est analysé. Il est en mode veille, mais ses sens sont en alerte. Si votre leurre passe à 10 mètres de lui, il ne bougera probablement pas. Mais s'il entre dans cette zone de contrôle, l'analyse commence. C'est là que tout se joue. Et c'est précisément à ce moment-là que vous devez provoquer l'erreur. Un twitch, une pause, une chute. Si votre leurre traverse cette zone sans montrer le moindre signe de faiblesse, l'opportunité est perdue. Il retournera à sa sieste. L'arme la plus dévastatrice et la plus sous-utilisée dans la pêche du brochet, c'est la pause. Le « stop and go ». Quand vous arrêtez totalement de mouliner, il se passe plusieurs choses. D'abord, vous brisez la monotonie, ce qui attire l'attention. Ensuite, selon votre leurre, il va soit couler lentement, soit remonter, soit rester en suspension. Dans tous les cas, il imite un poisson qui est soit mort, soit en grande difficulté. Pour le brochet, c'est un signal incroyablement puissant. C'est l'équivalent d'un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Il n'y a plus aucun effort à fournir. La proie est servie sur un plateau. Combien de fois la touche survient-elle à la reprise, juste après une pause? C'est la preuve. Le brochet a vu le leurre s'arrêter. Il s'est approché, l'a inspecté, et au moment où le leurre redémarre, l'instinct de prédation prend le dessus. N'ayez pas peur des pauses de 3, 4, voire 5 secondes. Une autre erreur, c'est de se concentrer uniquement sur le leurre. On a tous des boîtes pleines à craquer. On se dit, aujourd'hui, ils veulent du bleu. Ah non, c'est le chatterbait qui marche. Bien sûr, le type de leurre a son importance. Mais un leurre médiocre animé à la perfection sera toujours plus efficace qu'un leurre hors de prix ramené bêtement en linéaire. Votre canne et votre moulinet ne sont pas juste des outils pour lancer et ramener. Ce sont des instruments pour donner vie. Vous êtes un marionnettiste et le leurre est votre marionnette. Votre travail est de la faire jouer juste, de lui faire simuler la vie, puis la détresse. Avant de changer de leurre pour la 10e fois, demandez-vous, ai-je vraiment exploré toutes les animations possibles avec celui que j'ai au bout de la ligne? Visualisons la scène du point de vue du brochet. Il est calé entre 2 pierres, au fond. Il ne voit presque rien, mais il ressent tout. Chaque vibration lui parvient via sa ligne latérale. Il sent votre leurre qui approche. Il perçoit la pulsation régulière de la palette d'un spinnerbait. C'est une information. Poisson en mouvement, trajectoire rectiligne, vitesse constante. Pas intéressant. Puis, soudain, la vibration s'arrête. Silence. Le brochet se met en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Puis la vibration reprend, mais de manière saccadée, plus faible. C'est le signal. Le poisson a un problème. Son cerveau n'analyse pas, il réagit. C'est un réflexe vieux de millions d'années.
vulnérabilité égale opportunité. Il ne se demande même pas s'il a faim. Il attaque. C'est ça, le déclenchement. L'erreur de la proie est aussi une question de positionnement. Où est-ce qu'une proie fait une erreur fatale? Rarement en plein milieu de l'eau, où elle peut fuir dans toutes les directions. Elle fait une erreur près d'un obstacle, quand elle passe trop près d'une souche sans l'avoir vue, quand elle se coince dans un herbier, quand elle est acculée contre la berge. C'est pour ça que les gros brochets se postent toujours près des structures. Ils attendent que la proie soit en position de faiblesse. Votre animation doit donc être magnifiée à l'approche de ces zones. Si vous lancez vers un arbre immergé, votre récupération doit être normale au large et devenir erratique et désespérée juste au moment où le leurre arrive au niveau des branches. Vous devez raconter l'histoire du gardon qui se rend compte trop tard qu'il est entré dans la gueule du loup. Pensez aussi au son. Un leurre à billes qui fait un bruit constant et régulier, c'est un signal. Mais ce n'est pas forcément un signal de faiblesse. Maintenant, imaginez un leurre silencieux. Il avance et vous lui mettez un grand coup de sion. Le bruit de l'eau qui claque sur le leurre, le froissement des hameçons, c'est un son soudain et anormal. C'est comme un cri dans le silence. Ça attire l'attention. Ça peut simuler une attaque ratée d'un autre prédateur ou un poisson qui se cogne contre un obstacle. Pour le brochet en embuscade, ce pic sonore inattendu est un puissant déclencheur. Il se dit qu'il se passe quelque chose d'anormal et que c'est peut-être le moment d'en profiter. N'hésitez pas à faire du bruit, mais au bon moment. On a tous connu ça, le fameux suivi. Le gros brochet qui suit votre leurre jusqu'à vos pieds fait un demi-tour dédaigneux et repart tranquillement. C'est la situation la plus frustrante qui soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez réussi la première étape, attirer son attention. Votre leurre a suffisamment piqué sa curiosité pour qu'il quitte son poste. Mais vous avez échoué à la deuxième étape, le convaincre. Pendant le suivi, il analyse. Il a tout le temps de voir que votre leurre nage un peu trop parfaitement, que quelque chose cloche. Il n'a pas vu l'erreur finale, le déclencheur ultime. La prochaine fois que ça vous arrive, au lieu de continuer à ramener, arrêtez tout. Laissez couler le leurre à vos pieds. Ou faites-lui faire un écart de folie. Brisez l'hypnose. Vous n'avez plus rien à perdre. Cette philosophie de la pêche à l'erreur change aussi la façon de choisir ses leurres. Au lieu de chercher le leurre qui a la plus belle nage, cherchez celui qui réagit le mieux au chaos. Un jerkbait minnow, par exemple, est parfait pour ça. En linéaire, il ne fait rien d'exceptionnel. Mais au moindre coup de sion, il part dans tous les sens, de manière totalement imprévisible. Il est conçu pour simuler l'erreur. Un soft swim-bait, monté sur une tête plombée légère, est aussi excellent. À la pause, il descend en oscillant doucement, comme une feuille morte. Il imite à la perfection un poisson mourant. Concentrez-vous sur les leurres qui vous donnent le contrôle, ceux qui vous permettent de passer d'une nage parfaite à un désordre total en une fraction de seconde. L'influence de la météo est aussi à prendre en compte. Par temps froid ou après un front froid, le métabolisme du brochet ralentit. Il devient encore plus paresseux, encore plus économe. C'est dans ces moments-là que la pêche à l'erreur est la plus efficace. Le brochet ne va certainement pas se lancer dans une longue poursuite. Il ne prendra que ce qui lui tombe littéralement dans la gueule. C'est le moment de sortir les animations ultra lentes, les pauses interminables, de pêcher quasiment sur place autour des postes marqués. À l'inverse, par temps stable et chaud, les poissons sont plus actifs et peuvent être plus enclins à chasser. Mais même là, un gros spécimen préférera toujours la facilité. C'est sa nature profonde. Beaucoup de pêcheurs font l'erreur de pêcher trop vite, non seulement dans l'animation, mais aussi dans l'approche. Ils arrivent sur un poste, font 3 lancers et s'en vont. Mais le gros brochet a peut-être besoin de plus de temps pour être convaincu. Il a vu passer votre premier leurre, puis le deuxième. Il est peut-être en alerte, mais pas encore décidé. Parfois, c'est au 10e passage, avec une animation légèrement différente, que l'attaque se produit. Insister sur un poste prometteur n'est pas une perte de temps, à condition de varier les approches. Changez l'angle de lancer, la vitesse, le type d'animation. Présentez-lui différentes formes d'erreur jusqu'à trouver celle qui le fera craquer. Cette technique demande aussi une concentration totale. On ne peut pas pêcher à l'erreur en pensant à autre chose, en ramenant machinalement. Chaque tour de manivelle, chaque coup de poignet doit être intentionnel.
Vous devez constamment visualiser votre leurre sous l'eau. Imaginez-le nager, puis se cogner contre une pierre invisible, s'arrêter, repartir en panique. Vous devez devenir un metteur en scène. C'est une pêche beaucoup plus cérébrale et active que le simple lancer ramené. Mais c'est aussi beaucoup plus gratifiant, car quand la touche survient, vous savez que ce n'est pas de la chance. C'est vous qui avez créé les conditions de l'attaque. Vous avez piégé le prédateur. Le matériel a aussi son rôle à jouer. Une canne trop souple, par exemple, absorbera vos animations. Vous aurez du mal à transmettre au leurre les twitches secs et précis qui simulent la panique. Une canne avec une bonne résonance vous permettra de sentir le fond, de savoir quand votre leurre tape une branche et donc de faire une pause juste à ce moment-là pour imiter un poisson désorienté. La tresse est indispensable pour un contact direct et pour transmettre la moindre impulsion. Votre matériel doit être le prolongement de votre bras et de votre cerveau, un outil de précision pour créer l'illusion parfaite de la proie en difficulté. N'oubliez pas l'élément de surprise. Si vous passez toujours de la même manière au-dessus d'un poste, un brochet éduqué finira par comprendre le manège. Parfois, il faut faire le contraire de ce qui semble logique. Par exemple, au lieu de lancer loin et de ramener vers vous, si vous êtes en bateau, approchez-vous discrètement du poste et faites une petite animation juste sous la canne. Le leurre qui apparaît soudainement dans la zone de contrôle du brochet peut provoquer une réaction d'agressivité pure, sans même qu'il ait le temps de réfléchir. C'est une attaque réflexe, une autre forme d'exploitation de son instinct. Cette approche s'applique à quasiment tous les types de leurres. Un spinnerbait? Arrêtez de le ramener en linéaire. Laissez-le tomber le long d'une cassure, en hélicoptère. C'est une présentation ultra lente et provocante. Un crankbait? Cognez-le volontairement dans les obstacles et faites une pause juste après l'impact. Il remontera doucement, imitant une proie sonnée. Un simple shad en linéaire? Mettez un coup de moulinet ultra rapide pour le faire décrocher, puis laissez-le replonger. Chaque leurre de votre boîte a un potentiel caché pour simuler une erreur. Il suffit de sortir du mode d'emploi et d'expérimenter. Pour finir, voici un exercice pratique pour votre prochaine sortie. Choisissez un poste que vous connaissez bien, où vous savez qu'il y a du brochet. Faites 5 lancers en ramenant votre leurre de la manière la plus parfaite et régulière possible. Ensuite, faites 5 autres lancers sur le même poste, mais cette fois, votre seul objectif est de rendre votre leurre le plus moche, le plus erratique et le plus stupide possible. Faites des pauses, des accélérations, des secousses. Je suis prêt à parier que si une touche doit se produire, ce sera pendant la 2e série de lancers. Faites le test et vous verrez par vous-même. Vous allez arrêter de faire nager vos leurres et commencer à les faire chasser. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Le point central à retenir, ce n'est pas d'acheter un nouveau leurre, c'est de changer de logiciel dans votre tête. Le gros brochet n'est pas l'athlète que vous imaginez. C'est un vieil empereur paresseux sur son trône qui attend qu'on lui serve le repas sur un plateau. Le vrai tournant, le « voilà pourquoi ça ne marchait pas », c'est de réaliser que votre boulot n'est pas de le nourrir, mais de le tromper. Vous devez devenir un expert en simulation de faiblesse. Votre plus belle animation n'est pas celle qui est la plus fluide, mais celle qui est la plus crédible dans son imperfection, dans son erreur. C'est ce changement de paradigme qui peut transformer un pêcheur moyen en un pêcheur qui prend régulièrement de très gros poissons. C'est la différence entre subir la pêche et la provoquer. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a parlé, si elle a bousculé quelques-unes de vos certitudes, le meilleur moyen de me le faire savoir est de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, je vous repose la question du début, mais avec un ajout. Après ce qu'on vient de voir, le gros brochet, c'est un chasseur ou un feignant? Et surtout, quelle est la première erreur que vous allez essayer de simuler lors de votre prochaine sortie? Racontez-moi tout dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos stratégies et vos retours d'expérience. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.